Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes en quête de sagesse ou tout simplement inspirés partagent avec nous leur parcours de vie et nous donnent des pistes pour grandir en humanité. Je suis partie à la rencontre de ces chercheurs d'hier et d'aujourd'hui. Vous écoutez Envie de sagesse. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Mathieu Labonne. Ingénieur super-héros, il était chercheur au CNRS sur le climat. Il a également mené de nombreux projets associatifs en utilisant les outils de gouvernance participative. Il a été également directeur de l'association Colibri, créée en 2007 sous l'impulsion de Pierre Rabhi. Et aujourd'hui, il est directeur de la coopérative Oasis et également coordinateur du centre AMA en Eure-et-Loire. Bonjour Mathieu. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Est-ce que vous auriez envie de préciser des petites choses sur cette présentation peut-être ? Peut-être oui, je peux mettre quelques précisions. Donc j'ai effectivement commencé mon parcours professionnel dans la recherche sur le climat, l'occasion en fait de bien comprendre les enjeux. Et après j'ai voulu agir donc dans différents domaines. En particulier donc j'ai dirigé l'association Colibri pendant 6 ans. Et dans le cadre de Colibri, j'ai lancé le projet Oasis, qui est un grand projet qui vise à développer plein d'écolieux collectifs, d'éco-villages partout en France. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, il y a plus de 1000 lieux dans ce réseau qui est devenu la coopérative OAI. Donc, j'ai quitté en 2020 l'association Colibri pour me consacrer à ce projet qui est devenu la coopérative Oasis. Voilà. Et à titre personnel, j'habite donc dans un éco-village qui s'appelle l'éco-hameau du Plessis, qui est juste à côté du centre AMA de la ferme du Plessis, là, en Eure-et-Loire. Donc voilà, donc c'est un lieu que j'ai fondé il y a quelques années et à terme, on sera 28 familles à habiter dedans. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous nous parliez de votre révolution intérieure. Votre parcours, votre quête spirituelle, vous l'avez commencé jeune et elle est jalonnée de belles rencontres. Voilà, donc vous avez fait Oui. une rencontre essentielle, notamment avec Ama, cette femme indienne magnifique, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui passe sa vie à embrasser chaque être qui vient à elle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, donc j'ai effectivement quand j'étais adolescent, je me suis beaucoup intéressé à différentes traditions spirituelles. Donc j'ai été voir voilà, du côté des bouddhistes, du côté du soufisme, du côté des orthodoxes, etc. Et j'ai rencontré la tradition de l'Inde qui m'a énormément parlé. Donc j'ai été en 2004 passer 9 mois en Inde où j'ai rencontré plusieurs ashrams et donc c'est là où j'ai vraiment découvert la richesse de cette tradition spirituelle. J'ai pas rencontré Amma tout de suite, j'en ai parlé d'elle mais j'ai pas tout de suite rencontré et je suis retourné en Inde en 2006 et là je voulais aller la rencontrer, on avait beaucoup parlé d'elle et la rencontre a été extrêmement forte tout de suite, hein. C'était dans son ashram qui est dans le sud de l'Inde, dans le Kerala et voilà, j'ai été très touché. D'une part, je pense qu'il y a une rencontre très intime, très personnelle, même qu'on n'explique pas, hein, quelque chose qui m'a bouleversé. Il y a aussi, je pense que son message qui est autour des valeurs d'amour et de service m'a beaucoup parlé. Et cette rencontre m'a permis d'unifier en fait cette quête intérieure qui était très très intime, voilà, très très personnelle, et en même temps un désir de m'engager et de servir la société. C'est vrai que dans le message d'Ama, il y a à la fois donc un message mystique, un message de démarche spirituelle, mais il y a aussi une action humanitaire et caritative incroyable à l'échelle mondiale qu'elle développe. Et la rencontre de ces deux dimensions correspond exactement à ce que je cherchais. Voilà. Et puis après, cette rencontre singulière, elle se construit au fil des années. Donc je suis retourné plusieurs fois la voir en Inde. Chaque année, quand elle vient en France, je suis impliqué dans son programme. Et dès le début, j'ai rencontré son ashram, qui était à l'époque tout récent, hein, en 2006, en Eure-et-Loire. Et je me suis engagé dans ce lieu dont je suis maintenant le coordinateur général depuis une douzaine d'années. Voilà. Et donc c'est un lien qui est très fort, qui se construit, qui est un peu indicible, hein. C'est des choses voilà, qui sont assez inhabituelles en Occident, ce rapport maître-disciple. Ah oui, Mais tout à c'est quelque fait. chose voilà, qui a bouleversé ma vie et qui surtout m'a permis d'unifier toutes les parties de moi, c'est-à-dire des intuitions un peu, voilà, un peu personnelles, des questionnements, et puis aussi ma vie concrète, ma vie dans le monde. Ça m'a permis d'unifier toutes ces dimensions. Ah oui, donc oui, on sent bien effectivement qu'il y a eu comme un bouleversement, une expérience fondatrice, on pourrait dire, que vous avez vécue auprès d'elle et qui a changé toute votre vie ensuite. Oui, oui, oui. Je pense qu'en fait, ça m'a permis de simplifier, de mieux comprendre ce que je vivais intérieurement. En fait, le message d'Amma, il est à la fois
immensément profond et en même temps, il est assez simple. C'est aussi un message quand même sur la tradition de l'Inde, qui est une tradition qui est relativement rationnelle finalement, où il y a quand même cette notion de l'expérience concrète, individuelle que l'on a, qui est au cœur. Et voilà. Et donc voilà, ce travail sur l'ego, sur la purification de l'inconscient, tout ce travail en profondeur qu'on mène auprès d'un maître spirituel, j'en ai ressenti les bénéfices tout de suite. Et voilà. Et donc les pratiques qu'elle propose aussi, de méditation, de chant, de vigilance aussi, m'ont beaucoup accompagné. Et j'ai vu au fil des années à quel point, bah voilà, c'était opérant, à quel point nous aidait à grandir intérieurement et à nous détacher un peu de nos fonctionnements égotiques, quoi. Et je trouve que c'est assez rare, à l'âge que vous aviez, vous étiez jeune quand vous avez fait cette rencontre? Oui, alors en fait, il y a beaucoup de jeunes qui rencontrent Ama. C'est un mouvement, il y a beaucoup, Ah beaucoup oui? de gens jeunes et de plus en plus. Et Donc, c je l'ai rencontré à la fois, bon, assez jeune parce que quel âge exactement? J'avais 25 ans, même pas, non, 23 ans, pardon. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens autour de moi qui l'ont rencontré étant petits parce que leurs parents venaient voir Ama, donc il y a aussi des gens qui la connaissent depuis qu'ils sont nés. Moi, j'ai 3 enfants qui, du coup, connaissent Ama depuis qu'ils sont nés. Donc à la fois, c'était jeune et à la fois, voilà, j'aurais aimé la rencontrer encore plus jeune. ah oui. Vous avez fait aussi, sur votre chemin, une autre rencontre essentielle avec Pierre Rabhi. Qu'est-ce qu'elle vous a Oui, apporté, cette rencontre? J'imagine que ça a été le déclic pour, le mouvement Colibri, bien sûr? oui, oui, bah, en fait, donc quand j'étais, étudiant-chercheur, étudiant-ingénieur dans le spatial, donc en l'année 2000, j'ai découvert la question du changement climatique, donc plutôt avec une approche scientifique au départ. Et à ce moment-là, donc j'ai lu des livres de Pierre Rabhi sur la question de l'écologie. Donc il y avait une approche peut-être moins tournée climat, que celle que j'avais. Et j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, notamment en 2004, 2005, 2006. Je suis même parti au Maroc pendant plusieurs semaines avec lui. C'est une personne qui m'a beaucoup touché par son humanité, voilà, par l'amour qu'il dégageait, et on est devenus amis. Alors après, pendant plusieurs années, je l'ai pas trop revu entre 2008 et 2014, disons. Mais en 2014, donc Cyril Dion, qui avant dirigeait Colibri, était parti de l'association et il cherchait un nouveau directeur et ils m'ont contacté par rapport à ce que je faisais au niveau du centre Ama. Et du coup, bah, j'ai recréé du lien avec Pierre et j'ai été proche de lui jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, pour moi, ce n'est pas un maître spirituel comme peut l'être Ama, mais c'était un être humain à la fois très inspirant et très aimant, qui m'a du coup beaucoup touché, comme beaucoup de monde, hein, par ses livres, par ses conférences, par ses intuitions. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué dans ma construction intellectuelle sur la question de l'écologie. Vous écoutez Envie de sagesse. Alors Mathieu, vous étiez chercheur au CNRS sur le climat. Est-ce que c'est votre métier qui vous a conduit à vous tourner vers l'écologie? Alors, je pense que c'est la rencontre de 2 choses. D'une part, c'est effectivement mes études plutôt même, d'ingénieur et mes études scientifiques. Donc j'ai eu une approche au départ de l'écologie qui était très basée sur ce dont on parle maintenant toujours, hein, les questions du réchauffement climatique, nos émissions de gaz à effet de serre. J'ai eu la chance de découvrir ces questions-là assez jeune, il y a à peu près, il y a plus de 20 ans maintenant. Et voilà, et donc ça m'a marqué. Et en tant qu'élève ingénieur qui voulait contribuer à des grands défis de la société, bah, du coup, ça a été une énorme claque et ça a été clair pour moi que le sens de mon engagement professionnel devait être par rapport à cette question du climat. Donc à la fois cette rencontre, disons, un peu scientifique et rationnelle avec l'écologie, et puis en même temps, il y a une rencontre qui est plus sensible, euh, qui est notamment liée au fait que j'ai grandi en ville quand j'étais enfant et adolescent et puis surtout après, en étant étudiant, j'ai vraiment eu envie de me reconnecter avec la nature. Donc je me suis, un peu formé en agroécologie, voilà, notamment le lien que j'avais été assez fort avec les arbres et puis je suis même devenu apiculteur ensuite. Voilà, donc j'ai vraiment fait cette démarche en tant que jeune, urbain, disons, plutôt intellectuel que manuel, d'essayer de me reconnecter à la nature quand j'étais étudiant et la somme de cette dimension plus sensible et de mon engagement intellectuel sur ces sujets, voilà, ça s'est bien rencontré. Et voilà, et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai à la fois mon travail, en même temps, c'est un pan de mon mode de vie, quoi, et de ce qui me nourrit intérieurement.
Oui, on sent bien que tout se réunit finalement en vous, c'est-à-dire le côté intellectuel avec la recherche et puis l'intérêt que vous aviez sur les questions de l'environnement quand même. Le climat, c'est au cœur des questions d'aujourd'hui, on le voit bien avec l'été qu'on a passé. Et puis votre démarche de recherche de nature et d'être proche de la nature, et puis votre sensibilité à la spiritualité qui fait qu'aujourd'hui, tout ça, c'est global, c'est une approche globale que vous proposez. Oui, 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 bah, c'est même un mode de vie, hein, je pense, qui se rencontre bien. Et ouais, et puis c'est des choses qui se nourrissent l'un l'autre. C'est-à-dire que ma vie personnelle nourrit mon engagement professionnel et réciproquement. C'est pour ça d'ailleurs que je vis dans un éco-village et que voilà, et qu'en même temps, dans mon métier, j'accompagne la création de ces lieux-là. Voilà, Ah oui, c'est tout mais c'est, on sent une c'est- cohérence dans l'ensemble de vos activités. oui, 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 puis ça fait un mode de vie du coup qui est, voilà, qui est cohérent et qui est assez uni et qui du coup me donne une vie plutôt agréable. J'ai plutôt de la chance. Ah oui. Et vous dites que la racine de la crise écologique, elle est spirituelle. Est-ce que Oui, vous pouvez expliquer cela? oui, oui, donc c'est une idée que je développe beaucoup dans un livre que j'ai sorti récemment, là, Servir le monde. En fait, la crise climatique, la crise écologique, elle est essentiellement liée à notre volonté de transformer le monde. C'est-à-dire que l'homme est insatisfait de ce qu'il a et veut constamment trouver des réponses en changeant le monde extérieur. Alors que la réponse face à nos difficultés est plutôt à l'intérieur de nous-mêmes. C'est en travaillant sur nous et non pas en changeant le monde extérieur qu'on peut atteindre une forme de bonheur, ou voilà, en tout cas Oui. le but de la quête humaine. Et c'est finalement, si vous voulez, face à cette situation que vive tout être humain, d'être face à des situations qu'on n'aime pas, etc., il y a deux attitudes différentes. Celle qui serait plutôt matérialiste et qui est celle qu'on a mis en avant dans la société moderne, qui est celle de vouloir façonner le monde pour qu'il colle à nos désirs. Mhm. Donc celle de vouloir toujours plus, celle de vouloir supprimer toute forme de difficulté, de maladie, d'inconfort, etc. Et d'un autre côté, une attitude plus spirituelle, qui n'empêche pas d'ailleurs de vouloir aussi agir sur le monde extérieur, mais qui consiste avant tout à travailler sur nous Ouais. pour accepter les choses telles qu'elles sont et pour dépasser justement ces j'aime et j'aime pas, les likes and dislikes qu'on dit en anglais, et justement en travaillant sur son ego. Oui. Et finalement, la réponse à la crise écologique est finalement une crise de notre rapport au monde. C'est un être humain qui s'est déconnecté du monde réel, du monde tel qu'il est, et qui veut le façonner suivant ses désirs. Sauf qu'on fait face aujourd'hui à une impasse dans ce choix de notre société, puisqu'on ne peut pas façonner le monde indéfiniment sur nos désirs qui sont infinis. Il faut savoir qu'un Français moyen aujourd'hui, il consomme autant d'énergie que Louis XIV à son époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mode de vie qu'on a, qui peut nous paraître insuffisant à certains niveaux, à l'échelle des grands enjeux écologiques ou à l'échelle purement physique, c'est un mode de vie qui est intenable. Donc finalement, c'est de chercher notre épanouissement et notre bonheur, non pas dans ces conditions extérieures, qu'on peut évidemment chercher à changer, mais qui ne seront jamais suffisantes en tant que telles pour nous rendre heureux. Et donc c'est finalement une crise du bonheur auquel on est affaire. Et cette crise écologique, elle sonne un peu comme un rappel qui doit nous permettre de bien nous rendre compte que ce qui nous rendra heureux, c'est pas de vouloir toujours plus de croissance, plus d'argent, plus des modes de déplacement qui vont de plus en plus vite, etc. Mais c'est autre chose. Et c'est là où la spiritualité nous propose une autre approche du monde qui peut voilà, nous donner en fait une porte de sortie, cette crise. Oui. Parce que en fait, je ne crois pas que donc la crise telle qu'elle est aujourd'hui, qui se manifeste aussi sur des plans bon, déjà très concrets, hein, climatiques, écologiques, mais aussi au niveau social, au niveau démocratique. Cette crise-là, elle n'aura pas de réponse qui sera que purement politique ou technologique, même si c'est des éléments importants. C'est une crise qui est beaucoup plus profonde que ça. Et donc, il faut pouvoir aller à la racine de cette crise si on veut derrière pouvoir trouver les bonnes solutions dans les différents domaines. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut revoir notre rapport au monde si on veut trouver les bonnes réponses. Oui. Oui, je lisais aussi dans différents livres aussi sur, notamment Samuel Rouvillois qui a écrit un livre Traverser le 21e siècle. Euh, L'écologie première, c'est aussi notre mental, notre ego, notre corps.
Et c'est vrai que l'homme d'aujourd'hui, son rapport au corps, c'est son premier rapport à l'écologie et on le maltraite finalement. Ça peut être un début de travail sur soi que de voilà, s'occuper de son corps, de son esprit, ne pas le polluer pour ne pas polluer la terre. C'est une idée qui Oui. revient souvent. Oui, oui, bah, c'est là où la démarche spirituelle, elle fait d'être moins identifié à notre ego et à notre mental, hein, pour les utiliser comme des outils à disposition. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est tellement identifié à cet ego qui est façonné de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, on devient complètement esclave de ces fonctionnements. Et de savoir se positionner un peu en témoin, de prendre du recul face à justement nos préférences et nos aversions, de savoir justement de savoir se connecter à une dimension encore plus profonde de notre être, nous aide justement finalement mieux à prendre soin de ce qui est essentiel pour notre bien-être. Mm. On est moins pris dans une forme de frénésie intérieure. Oui, Voilà. Et par rapport au corps, moi j'aime bien dire que dans le monde moderne, si vous voulez, on a un mental qui est surexcité et un corps qui est à l'arrêt, hein, assis devant un écran. Et en fait, on sait très bien depuis longtemps que pour être en bonne santé, il faut faire l'inverse. Il faut avoir un corps qui est en mouvement et un mental à l'arrêt. On fait exactement l'inverse du bon sens, quoi. Donc il faut savoir à la fois apaiser le mental et en même temps remettre nos corps en mouvement et être en capacité d'avoir plus de conscience de notre corps. et vous disiez tout à l'heure que vous avez eu un rapport avec les arbres très fort. Est-ce que vous pensez aussi que la vraie écologie, c'est d'avoir ce lien privilégié qui n'est pas que extérieur avec la nature, qui est de sentir peut-être, j'allais dire, l'esprit de l'arbre, comme diraient les chamans, de sentir ce qui vit, la vie qui passe à travers. Est-ce que ça serait pas une première piste aussi? Euh, Ben oui, oui, ça me fait penser à une citation là, d'un orthodoxe qui disait nous ne sauverons que ce que nous aimons. Moi, je pense que le plus grand moteur de l'action, c'est l'amour. Et donc, le fait de créer ce lien avec la nature, le fait de se sentir un avec la nature, ça donne en fait une énergie incroyable pour avoir envie de la protéger. Ça devient finalement une évidence. On n'est pas dissocié de la nature, on en fait partie. Donc, en tant qu'être humain qui s'est quand même coupé de ces liens essentiels, essayer de les retrouver, de retrouver ces évidences, c'est d'après moi une des clés pour finalement que ce chemin plus écologique, il ne soit pas un chemin de contrainte, mais qui soit justement une évidence. Donc voilà, moi je crois beaucoup à ce lien avec la nature comme d'un moteur pour nous aider à transformer nos modes de vie. Vous écoutez Envie de sagesse. Alors Mathieu, nous étions en train finalement de parler de votre dernier livre qui s'appelle... enfin, on était en train de parler des thèmes de votre dernier livre, Servir le monde, la voie de l'écologie spirituelle. Il vient de sortir aux éditions Tana. Voilà, il est tout récent. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous auriez envie des petits extraits que vous auriez envie de nous partager? Donc c'est un livre en fait qui synthétise un peu mon cheminement intérieur par rapport à cette question de l'écologie. Donc il se compose de 6 parties qui sont à la fois des parties qui peuvent se lire de façon dissociée mais qui peuvent aussi s'enchaîner. D'ailleurs c'est marrant parce que beaucoup de gens me font le retour que ça s'enchaîne extrêmement bien alors que c'est des parties qui ont presque été écrites séparément. Mais bon, bon, je pense que mon cheminement du coup a une cohérence et que les gens peuvent le remarquer. C'est avant tout au départ un travail d'aller à la racine des problèmes écologiques, d'essayer de vraiment comprendre quelles sont vraiment les causes profondes de notre rapport au monde qui nous amènent à détruire le vivant et à être insatisfait de ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y a cette porte d'entrée peut-être de l'écologie concrète, mais qui dérive vraiment sur des causes qui sont spirituelles et qui met en regard cette question de l'écologie et les grands enseignements des différentes traditions spirituelles. Alors évidemment celle de l'Inde dont je suis le plus proche, mais aussi d'autres grandes traditions. Et suite à ce constat-là, l'idée c'est plutôt d'aller vers un travail de réflexion sur qu'est-ce que pourrait être justement une société plus écologique, sur quoi elle se baserait et surtout comment la construire. C'est un travail qui est ce que j'appelle la construction d'un monde en archipel, qui est plutôt une traduction un peu politique
envie de dire, de cette pensée de l'écologie spirituelle. Et puis aussi, je parle évidemment à la fin de la voie des oasis, donc en quoi est-ce que le fait de réapprendre à vivre ensemble, à coopérer, à mutualiser dans des écolieux, c'est aujourd'hui, à ma connaissance, le seul mode de vie qui permet de répondre aux enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains veulent nous vendre que un mode de vie urbain de plus en plus dense peut résoudre la question de l'écologie en limitant nos déplacements, etc. C'est complètement faux. Aujourd'hui, il y a besoin de reprendre en main nos vies et du coup, toutes les personnes aujourd'hui qui créent ces écolieux collectifs, elles montrent en fait un chemin. Ça reste aujourd'hui que des laboratoires, donc c'est pas encore abouti, pour construire des modes de vie de demain, des modes de vie qui sont à la fois plus solidaires, donc plus résilients au niveau humain, mais qui sont aussi plus sobres, parce que de par la mutualisation, Oui. eh ben, on peut arriver à avoir un mode de vie qui soit à la fois très confortable, mais qui consomme peu d'énergie, pas d'avoir beaucoup de choses à soi, vu que c'est des choses qui peuvent être mutualisées. Oui. Et donc ce mouvement-là, qui est un mouvement qui est aussi assez fort aujourd'hui en France, de vouloir se réapproprier son pouvoir d'agir à l'échelle individuelle et collective, mais à l'échelle locale, ça se traduit par tous ces écolieux qui naissent partout. Et je pense que il y a des ponts qui se créent naturellement depuis des années entre à la fois cette quête d'une écologie en acte et les mouvements spirituels, parce qu'on sait que si on veut réapprendre à vivre ensemble, la clé justement va être dans une bonne compréhension de l'être humain, de son fonctionnement psychologique et spirituel, et dans notre capacité justement à trouver notre bonheur dans d'autres choses que dans la surconsommation. Et donc il y a des ponts à créer, et ce livre, il essaye de relier effectivement ce monde de l'écologie, de la spiritualité, ce qui est un peu le cœur de mon engagement personnel, voilà, avec différentes notions. Voilà, donc ces différentes parties qui parlent de ça et qui proposent en fait des clés pour faire ce lien et pour construire un mode de vie plus durable. Oui. En fait, c'est un livre pour envisager l'avenir. C'est un livre d'espoir finalement. Oui, c'est un livre d'espoir. Oui. En tout cas, il y a beaucoup de raisons d'avoir de l'espoir aussi. En même temps, il y a des raisons de ne pas en avoir, mais il y a beaucoup de belles choses qui ont lieu. Mais c'est surtout, je pense, l'idée de traduire en fait ces réflexions un peu profondes sur ces sujets dans concrètement ce que ça voudrait dire. C'est là où, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de nos schémas collectifs, notamment au niveau politique, qui sont incompatibles avec justement un monde plus écologique. Donc, si en fait, la crise écologique, c'est pas juste mettre quelques panneaux solaires et faire un peu attention à titre individuel. C'est vraiment, si on veut y arriver, un changement complet de notre rapport au monde, une façon de nous organiser en tant que société. Et donc ça, de pouvoir remonter, c'est un peu comme quand on est malade. Si on ne remonte pas aux causes profondes de la maladie, on soigne des symptômes, mais ça va revenir. Donc l'idée, c'est aujourd'hui d'essayer de remonter à la racine de ça. Oui. Voilà, donc c'est en tout cas moi ce qui me passionne, et d'essayer de voir comment justement ça pourrait se traduire dans une autre forme d'organisation sociale. Concrètement, comment ça peut se traduire dans le concret de nos vies. Oui. Et tout à l'heure, vous parliez que finalement, quand on parlait de solidarité, finalement, quand on partage, on perd rien. Et ça, c'est une notion qui a déjà été abordée par l'abbé Pierre il y a déjà 50 ans. Et le prochain siècle sera un siècle de partage, sinon il n'existera pas. Oui, c'est des choses assez évidentes. Évidentes, c'est vrai, mais pas facile à faire. Alors moi, j'allais vous demander, puisque vous avez déjà sauté le pas et que vous vivez dans un éco-village, comment ça se passe concrètement? Parce que j'imagine que c'est pas simple de cohabiter. Alors, comment ça fonctionne, un éco-village? Comment vous vivez ensemble? Alors déjà, il y a beaucoup de formes d'éco-villages différentes en France, et je trouve que la richesse de ce réseau des oasis, c'est de montrer en fait qu'il n'y a pas une bonne façon de vivre en collectif, il y en a plein. Il y a des lieux à 10 personnes, des lieux à 50 personnes, des lieux à 4 personnes, il y a des lieux de tailles différentes, des lieux qui ont des prismes politiques, spirituels, philosophiques assez différents, donc il y a des formes très variées. Ce qui est en commun entre ces lieux, effectivement, c'est avant tout déjà une question de remettre des choses en commun, donc de mutualiser. Pour donner un exemple assez simple, dans ces lieux où il peut y avoir donc plusieurs familles qui ont chacun un logement, plein de choses pour avoir chacun pour soi qu'on met en commun. Par exemple, une buanderie collective. Plutôt qu'avoir chacun une machine à laver chez soi, on peut avoir un bâtiment où il y a
une ou plusieurs machines à laver qu'on mutualise. Ça évite d'avoir chacun une petite pièce pour laver son linge chez soi, même d'avoir une bonne machine à laver qui est robuste et pourquoi pas plus écologique, etc. Ça peut être pareil sur un jardin, par exemple, plutôt qu'avoir chacun un potager et être embêté dès qu'on part en vacances l'été parce que toutes les tomates elles ne peuvent pas être arrosées. Bah, si on fait un potager collectif, on s'organise pour que finalement toujours quelqu'un soit là pour pouvoir arroser les pieds de tomates. Donc en fait ça demande de s'organiser pour pouvoir mutualiser. Et justement, quand on est plusieurs, on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Donc, je prends l'exemple du potager, mais on ne pourrait pas, si on prend l'exemple d'un poulailler, si vous voulez avoir des poules chez vous, parce que pour avoir des œufs, si vous êtes tout seul à faire ça, bah, ça peut devenir une contrainte. Si vous le faites à plusieurs familles, bah, du coup, ça peut être léger, parce que vous pouvez vous relayer, vous organiser quand vous êtes là ou pas là. Et donc ça, ce principe-là de mutualisation, il permet d'accéder à beaucoup plus d'autonomie. Finalement, on ne peut pas être autonome seul, il faut être autonome à plusieurs. Donc ça permet de se réapproprier justement son mode de vie, d'être moins dépendant du fait d'aller acheter systématiquement. Et donc ça, dans un éco-village, par exemple, comme là où j'habite, il y a plein de compétences et aussi des envies personnelles. Donc il y a des gens qui aiment bien s'occuper des jardins, il y a des gens qui sont des constructeurs de maisons écologiques, il y a des gens qui ont des compétences pour le vivre ensemble ou faire vivre le collectif. Et toutes ces compétences mises ensemble permettent de s'organiser. En gros, c'est recréer une vie de village en mutualisant en fait toutes nos compétences et nos envies. Là où c'est difficile, c'est qu'on a été habitué en fait à un mode de vie très individualiste où on veut pouvoir faire ce qu'on veut sur tout. Alors dès qu'on se met à vivre en collectif, ça demande aussi de savoir faire des compromis et de faire pour le bien commun et non juste pour son plaisir personnel. Donc et puis ça demande aussi du temps. C'est ce que ça demande du temps de réunion pour s'accorder, etc. Mais on va dire quand ça fonctionne, c'est aussi un énorme gain de temps. Je peux prendre un exemple très concret, moi que je vis dans ma vie. Donc j'ai 3 jeunes enfants qui ont 10 ans, 7 ans et 3 ans. De vivre dans un éco-village avec des enfants, c'est beaucoup plus simple et plus épanouissant pour eux que de vivre dans simplement un appartement ou dans une maison tout seul. Il y a beaucoup d'autres enfants dans l'éco-village, les enfants peuvent jouer ensemble dans un jardin qui fait 4 hectares, donc qui est très grand, où ils peuvent jouer ensemble. Ils ont affaire à plein d'adultes de confiance qui ont des compétences qui peuvent leur apprendre différentes choses. Moi, j'ai un voisin qui est menuisier, qui peut leur apprendre le travail du bois. Moi, je suis apiculteur, je peux leur apprendre des choses sur les abeilles. Voilà, on peut comme ça élever des enfants de façon beaucoup plus simple. Plus riche, c'est génial parce que c'est la communauté. On retrouve un peu le fonctionnement des peuples comme il y a en Afrique, enfin c'est comme il y avait autrefois ici, c'est-à-dire c'est plus seulement le couple des parents, mais c'est l'ensemble des... Et c'est beaucoup plus sain au niveau des enfants, j'en suis persuadée. Oui, c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus simple aussi, permet aussi de s'organiser. Oui. Voilà. Et donc c'est là où il y a effectivement en fait ce mode de vie est à la fois complexe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des lieux qui échouent aussi. C'est parce qu'il y a la dimension humaine de ces projets qui n'est jamais gagnée, la dimension relationnelle de ces projets notamment. Donc il y a un travail à faire sur des enjeux à la fois d'hygiène des relations, de gouvernance, etc. Mais quand ça marche, c'est un mode de vie qui permet d'accéder à quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Aujourd'hui, on démontre que les habitants de ces lieux, donc ça c'est un point de vue un peu rationnel, leur bilan carbone, il est moins de la moitié d'un Français moyen. Ça veut dire que ces personnes, juste par le fait de vivre dans ces lieux-là, en moyenne, émettent moins de la moitié d'un Français moyen, alors qu'ils ont un mode de vie qui est plutôt même parfois envié. Moi, par exemple, j'ai une maison de 135 mètres carrés pour vivre à 5, donc c'est une grande maison en l'occurrence, et on chauffe avec juste 2 stères de bois par an, parce qu'on a une maison en paille très écologique, et voilà, on bénéficie de l'effet du collectif pour faire des maisons de très bonne qualité. Donc, et donc c'est aussi des modes de vie qui sont plus résilients dans le monde qui arrive avec ces enjeux sur le coût de l'énergie, etc. Le fait de se réapproprier son mode de vie, d'être moins dépendant d'une énergie qui n'était pas chère jusqu'à maintenant, etc. Ça, du coup, ça devient essentiel. Donc, c'est des modes de vie qui attirent de plus en plus. Un autre exemple, je peux donner, c'est au moment du confinement. Nous, on a été confinés à 49 dans un éco-hameau. On n'a pas du tout vécu la même chose que beaucoup de gens qui étaient dans des situations parfois dramatiques. Donc, c'est des modes de vie qui sont à la fois agréables, qui sont résilients, qui permettent de mettre en œuvre nos valeurs écologiques et de solidarité, mais qui demandent effectivement une certaine maturité au niveau de l'humain et de travailler sur soi.
En tout cas, merci de nous donner la route, de nous montrer la route et de nous montrer l'exemple. Et ça, en tout cas, ça fait vraiment envie. Et je vous remercie. Merci Mathieu. Merci Myriam, au revoir. C'était Myriam et son invité Mathieu Labonne. Il était mon invité du jour pour l'émission Bulle de sagesse. Belle soirée à vous tous.